Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel enregistrement de la communauté CSR. Ce soir, j'ai voulu vous parler du paludisme, une maladie que- qui est présente dans nos pays, malheureusement, en Afrique et dans certains pays où les températures sont assez chaudes. Une maladie qui peut être bien maîtrisée, mais qui malheureusement continue de causer encore de nombreux dégâts dans nos communautés. Nous-mêmes, personnes âgées, nous en faisons les frais. Et cette maladie peut présenter des formes assez graves, mais qui, parce qu'elle ne nous terrasse pas, nous diminue quand même et on ne se bat pas pour faire ce qu'il faut. Je voudrais attirer votre attention sur comment le plasmodium essaie de déjouer notre système immunitaire et surtout qu'est-ce que nous, humains, nous pouvons faire pour assister notre corps? Cette présentation va durer une cinquantaine de minutes. J'espère que vous allez éprouver beaucoup de plaisir à écouter cela. Laissez vos témoignages et surtout partagez cette vidéo, likez-la, partagez-la avec les personnes qui vous sont chères parce que ça permettra de sauver des vies. On y va donc. De suite, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'École de santé réussite. Nous allons parler ce soir du paludisme, une maladie que nous connaissons bien, mais dont nous comprenons parfois encore mal les mécanismes. Comment le plasmodium peut-il pénétrer dans notre organisme, s'y multiplier et contourner certaines de nos défenses avant que la maladie ne devienne clairement visible? Et surtout, comment efficacement soutenir le corps avant, pendant et après cette épreuve? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par préciser les trois grandes questions auxquelles nous allons répondre. Notre parcours suivra trois étapes. Premièrement, nous allons comprendre les ruses utilisées par le plasmodium pour progresser dans l'organisme. Deuxièmement, nous allons rappeler la place indispensable du diagnostic et du traitement antipaludique. Troisièmement, nous allons montrer pourquoi le soutien nutritionnel est essentiel pour un organisme qui doit défendre ses cellules, compenser ses pertes et reconstruire ses ressources. Ces trois dimensions ne s'opposent pas. Elles répondent simplement à des besoins différents. Pour avancer correctement, nous devons d'abord éviter deux erreurs opposées. Je refuse deux erreurs. La première erreur serait de présenter un complément alimentaire comme un médicament capable de tuer le plasmodium. Ce serait faux et dangereux. Le paludisme exige un test, un diagnostic et un traitement antipaludique approprié. Mais la deuxième erreur serait de présenter le complément alimentaire comme un petit détail sans importance, une sorte d'accessoire auquel on accorderait quelques secondes par politesse à la fin de la formation. Ce serait également une mauvaise compréhension de la physiologie. Entre ces deux erreurs se trouve une réalité simple. Le médicament combat directement le parasite, mais le corps doit ensuite se défendre, éliminer, réparer et reconstruire. Et le corps ne fait rien à partir du néant. Il ne fabrique pas un globule rouge avec du vide. Il ne multiplie pas ses cellules immunitaires sans énergie. Il ne fabrique pas de protéines, d'enzymes ou d'anticorps sans acides aminés. Il ne copie pas l'ADN des nouvelles cellules sans vitamines et minéraux adaptés. Il ne rétablit pas ses équilibres sans eau, sans repos et sans alimentation. Le soutien nutritionnel n'est donc pas une décoration autour du traitement. Il représente la logistique nécessaire au travail de récupération. Retenez dès maintenant cette phrase. Cette position peut être résumée en une phrase très simple. La phrase clé de notre présentation. Le traitement élimine l'agresseur. Le corps réalise la répartition et la réparation. La nutrition lui fournit les matériaux.
Voilà la ligne de notre échange. Prenons l'exemple d'un incendie. Les pompiers éteignent le feu, mais une fois le feu éteint, il faut encore réparer le toit, remplacer les portes et reconstruire les murs. Le traitement joue le rôle des pompiers. Le corps réalise les travaux. La nutrition fournit les briques, l'eau, le ciment et l'énergie nécessaires. Pour comprendre cette bataille, imaginons maintenant que le corps soit une grande ville. Dans cette ville, le sang représente les routes. Les globules rouges sont les véhicules qui transportent l'oxygène. Le foie joue le rôle d'un grand entrepôt et d'une usine. La rate agit comme un poste de contrôle. Le système immunitaire représente la police, l'armée et les services de renseignement. Le plasmodium va essayer d'utiliser les routes, les entrepôts et même les véhicules de cette ville pour progresser. Il ne choisit pas l'attaque frontale, il choisit l'infiltration. Et tout commence par l'intervention du moustique. Le moustique dépose l'infiltré. Lorsqu'une femelle anophèle infectée pique une personne, elle introduit de petites formes de parasites appelées sporozoïtes. Ce ne sont pas encore les formes qui provoquent immédiatement la grande fièvre que nous connaissons. Elles pénètrent discrètement dans l'organisme et prennent rapidement la direction du foie. C'est un peu comme si quelques infiltrés entraient dans une ville et se rendaient immédiatement dans une cachette secrète. À ce stade, la personne peut ne rien ressentir. Leur première grande cachette est justement le foie. Dans le foie, le parasite entre dans certaines cellules et commence à se multiplier. La personne continue généralement sa vie normalement. Elle mange, travaille, marche et dort sans savoir que le parasite est déjà présent. C'est une phase silencieuse. L'absence de symptômes ne signifie donc pas qu'il ne se passe rien. Le plasmodium utilise ce temps pour augmenter ses effectifs avant de rejoindre le sang. Après cette multiplication silencieuse, le parasite change de terrain. Deuxième étape donc, les globules rouges. Les parasites quittent le foie et pénètrent dans les globules rouges. Comparons le globule rouge à un autobus chargé de transporter l'oxygène. Le plasmodium monte dans cet autobus, s'installe à l'intérieur, se nourrit et se multiplie. Il utilise ainsi l'un de nos propres véhicules comme cachette et comme moyen de progression. La phase sanguine de la maladie commence alors. Mais cet autobus ne peut pas contenir indéfiniment les parasites. Quand l'autobus éclate, à un moment donné, le globule rouge infecté est détruit ou se rompt. Les nouveaux parasites sont libérés et envahissent d'autres globules rouges. Le cycle recommence. C'est à ce moment que la bataille devient beaucoup plus visible. La fièvre apparaît, les frissons, les douleurs, les maux de tête, les nausées et la grande fatigue peuvent s'installer. La maladie semble commencer soudainement alors que le parasite avait déjà entamé son voyage. La destruction des globules rouges explique aussi une partie importante de la fatigue. Pourquoi l'anémie fatigue autant? Les globules rouges transportent l'oxygène vers le cerveau, les muscles, le cœur et les autres organes. Lorsqu'ils diminuent, le transport de l'oxygène devient moins efficace. C'est comme si une ville perdait une grande partie de ses autobus alors que les habitants doivent toujours se déplacer. La personne peut alors devenir pâle, essoufflée, faible ou ressentir des palpitations. Même lorsque la fièvre diminue, la fatigue peut donc persister parce que le corps doit encore remplacer les globules rouges détruits. Mais le plasmodium possède d'autres stratégies pour prolonger sa présence. La ruse du changement de forme. Le système immunitaire reconnaît les intrus grâce à certains signes présents à leur surface.
Imaginons que la police recherche un individu portant une chemise rouge. Elle apprend à le reconnaître. Mais l'individu revient avec une chemise bleue, une nouvelle coiffure et un autre véhicule. Le plasmodium falciparum peut modifier certaines protéines présentées à la surface des globules rouges infectés. Le système immunitaire n'est donc pas inactif. Il travaille, mais le parasite change pendant qu'on apprend à le reconnaître. Le parasite cherche aussi à éviter l'un des grands postes de contrôle du sang, la ruse contre la rate. La rate examine les globules rouges qui circulent et contribue à éliminer ceux qui sont anormaux. Elle ressemble à un poste de contrôle placé sur une grande route. Or, certains globules rouges infectés peuvent adhérer aux parois de petits vaisseaux. Au lieu de poursuivre leur trajet normal et de passer devant la rate, ils se cachent dans des voies secondaires. Ils échappent ainsi partiellement au contrôle. Mais cette stratégie peut gêner la circulation dans les petits vaisseaux et participer aux formes graves de la maladie. Face à un parasite aussi habile, nous devons éviter les diagnostics faits au hasard. La fièvre n'est pas un diagnostic. Une fièvre peut être provoquée par le paludisme, mais elle peut aussi avoir une autre cause: infection respiratoire, infection urinaire, maladie digestive ou autre infection. Dire immédiatement c'est le paludisme sans vérifier peut conduire à une mauvaise décision. Attendre trop longtemps peut également être dangereux. La bonne attitude est donc simple. Nous ne devinons pas, nous faisons tester. Le test transforme une supposition en information utile pour agir correctement. Lorsque le paludisme est confirmé, la priorité devient le traitement. Le traitement, attaquer le parasite. Le traitement antipaludique vise directement le plasmodium. Il doit être adapté à la situation de la personne, pris à la bonne dose, aux bons horaires et pendant toute la durée recommandée. Nous ne partageons pas un traitement. Nous ne réduisons pas les doses. Nous ne l'arrêtons pas uniquement parce que la fièvre a baissé. Le médicament doit atteindre son objectif, éliminer efficacement les parasites responsables de la maladie. Et ça, de toute façon, c'est le médecin traitant qui décide de quand arrêter un traitement. Mais une fois le parasite combattu, tout le travail n'est pas encore terminé. Le médicament ne fabrique pas automatiquement les nouveaux globules rouges. Il ne remplace pas l'eau perdue pendant la fièvre. Il ne fournit pas à lui seul l'énergie consommée pendant la maladie. Il ne remplace pas les protéines, les vitamines, les minéraux et le repos nécessaire à la récupération. Voilà pourquoi il faut distinguer deux actions. Traiter signifie s'attaquer à la cause. Soutenir signifie donner au corps les moyens de traverser l'épreuve et de réparer les dégâts. Et cette réparation ne peut pas se faire à partir du néant. Le corps ne répare pas avec du vide. Pour fabriquer un globule rouge, le corps a besoin de protéines, de fer, de vitamines et d'énergie. Pour multiplier des cellules immunitaires, il doit copier leur ADN et fabriquer de nouvelles protéines. Pour produire des enzymes ou des anticorps, il a besoin d'acides aminés ou de micronutriments. Pour maintenir la circulation et les réactions chimiques, il a besoin d'eau. Le corps accomplit le travail biologique, mais il lui faut des ressources concrètes. Même le meilleur maçon ne construit aucun mur sans briques. Regardons maintenant quelques-uns des principaux matériaux mobilisés. Les matériaux de la reconstruction. L'eau maintient les échanges et le fonctionnement général de l'organisme. Les protéines fournissent des acides aminés nécessaires aux tissus, aux enzymes et à de nombreuses molécules de défense. Le fer participe à la formation de l'hémoglobine. Le folate et la vitamine B12 interviennent dans
la fabrication et le renouvellement des cellules. La vitamine C participe à plusieurs fonctions et favorise notamment l'absorption du fer d'origine végétale. Le zinc intervient dans la division cellulaire, la synthèse des protéines et le fonctionnement immunitaire. La vitamine D contribue elle aussi au fonctionnement normal des défenses. Et le repos permet au corps d'organiser son travail de récupération. Ces ressources ne doivent pas être recherchées uniquement lorsque la maladie arrive. Avant, constituer les réserves. Le soutien commence avant la maladie. Une armée ne remplit pas ses réserves le jour de l'invasion. De la même manière, nous ne devons pas attendre la fièvre pour nous intéresser à l'alimentation, à l'hydratation, au sommeil et à la nutrition. Avant la maladie, nous mangeons de manière diversifiée. Nous nous hydratons, nous dormons suffisamment, nous bougeons régulièrement et nous nous protégeons des moustiques grâce aux moyens recommandés, notamment la moustiquaire correctement utilisée. Le terrain entretenu ne rend pas invulnérable, mais il évite que le corps aborde l'épreuve dans un état d'épuisement permanent. C'est dans cette prévention quotidienne que les compléments trouvent une place sérieuse. La place sérieuse des compléments. Les compléments alimentaires ne sont ni des médicaments, ni des accessoires inutiles. Ils occupent un rôle distinct. Ils peuvent contribuer à compléter des apports. Ils peuvent soutenir des fonctions normales. Ils peuvent aider à installer une routine plus régulière lorsque l'alimentation réelle ne couvre pas toujours parfaitement tous les besoins. Dire qu'ils ne remplacent pas les aliments ne signifie pas qu'ils ne servent à rien. Les chaussures ne remplacent pas les pieds, mais sur un terrain difficile, de bonnes chaussures constituent un soutien important. Voyons comment quelques produits Forever peuvent s'inscrire dans cette logique. Forever dans la routine de soutien. Forever Aloe Vera Gel peut faire partie d'une routine quotidienne autour de l'hydratation et de l'alimentation. Il ne remplace toutefois pas l'eau ni une utilisation médicale de réhydratation lorsqu'elle est nécessaire. Forever Pro B trouve sa place dans une démarche de soutien digestif. Forever Immublend apporte notamment des nutriments contribuant au fonctionnement normal du système immunitaire. Forever Absorbency apporte de la vitamine C qui participe notamment au fonctionnement immunitaire normal et favorise l'absorption du fer non héminique, le fer d'origine végétale. Ces produits ne sont pas des antipaludiques, mais ils constituent des outils nutritionnels réels dans une stratégie quotidienne de soutien du terrain. Je n'ai pas parlé des oméga 3. De toute façon, je ne vais pas vous rabâcher les oreilles avec toute la panoplie de compléments alimentaires Forever. Vous contacterez le Forever Business Owner qui vous a permis de suivre cette vidéo pour savoir quel programme, quelle composition, combinaison de produits il peut vous proposer et surtout vous accompagner. C'est le rôle du Forever Business Owner. Il connaît les produits, il a su les utiliser. Il a vu des milliers de personnes les utiliser et partager leurs témoignages. Il évolue dans cet univers et il pourra mieux vous orienter. Lorsque la maladie survient, cette attention portée au corps devient encore plus importante. Pendant, le soutien est accentué. Pendant le paludisme, le soutien est accentué. Cela signifie d'abord tester et traiter rapidement. Ensuite, il faut protéger l'hydratation car la fièvre et les vomissements peuvent entraîner des pertes importantes. Il faut aussi nourrir selon la tolérance. La personne n'a pas toujours envie d'un grand repas. De petites portions simples peuvent progressivement apporter de l'énergie, des protéines et des micronutriments. Enfin, le repos et la surveillance deviennent essentiels. Accentuer le soutien signifie donc renforcer la qualité de l'accompagnement. Mais accentuer ne signifie jamais agir sans mesure. Soutenir davantage ne signifie pas
doubler arbitrairement les doses. Cela ne signifie pas empiler tous les produits disponibles. Cela signifie, Cela ne signifie pas retarder le test ou le traitement pour essayer d'abord une routine nutritionnelle. Et cela ne signifie pas confondre le rôle du médicament avec celui du complément. Le complément soutient l'organisme, le médicament traite le parasite. Un soutien intelligent respecte les doses recommandées, tient compte de l'état de la personne et reste compatible avec la prise en charge médicale. Lorsque la fièvre disparaît, le soutien ne doit pas s'arrêter brutalement non plus. Après, reconstruire sous surveillance. Après la maladie, le corps doit reconstituer ce qui a été consommé ou endommagé. Il faut rétablir progressivement l'hydratation, réintroduire une alimentation apportant de l'énergie, des protéines et des micronutriments, dormir suffisamment, retrouver l'appétit, puis reprendre les activités de manière progressive. La baisse de la fièvre annonce une amélioration, mais elle ne signifie pas que toutes les réserves sont déjà reconstituées. C'est souvent à ce moment que la véritable reconstruction commence. Cette reconstruction doit néanmoins rester sous surveillance. Après, quand faut-il reconsulter? Il faut reconsulter si la fièvre revient. Une nouvelle fièvre ne doit pas être appelée automatiquement le reste du paludisme. Il faut aussi rester attentif à une fatigue extrême, une pâleur importante ou un essoufflement qui peuvent notamment faire penser à une anémie. Des vomissements persistants ou une incapacité à boire exposent à la déshydratation. La confusion, les difficultés respiratoires ou une aggravation générale demandent une prise en charge urgente. Une amélioration qui stagne ou régresse doit toujours doit toujours être réévaluée. Nous allons maintenant quitter un instant l'explication scientifique pour écouter des expériences vécues. Place au témoignage. Alors, je vais plutôt vous revenir avec les témoignages parce que mes témoignants ne sont pas là. Ils ne sont pas juste à côté. Et je vais donc évoluer pour vous faire un peu le point. Ce que nous retenons, une routine utile repose d'abord sur la régularité. Ce n'est pas l'improvisation d'un jour qui construit le terrain. C'est la répétition de bonnes habitudes dans le temps. Le produit doit également garder sa juste place. Il soutient l'organisme sans se substituer au traitement. Le corps a besoin de ressources, eau, aliments, protéines, micronutriments, sommeil et repos. Enfin, la responsabilité protège tout le monde. Nous devons parler des produits avec clarté, honnêteté et mesure. Une routine utile est donc régulière, adaptée et bien comprise. Nous pouvons maintenant résumer toute cette formation en 6 verbes. Le premier verbe est prévenir. Prévenir la piqûre et utiliser correctement les moyens de protection. Le deuxième est tester. Une fièvre est un signal, pas un diagnostic. Le troisième est traiter. Lorsque le paludisme est confirmé, le traitement approprié doit être commencé rapidement et pris jusqu'au bout. Le quatrième, nourrir. Excusez-moi, ma batterie est faible, je vais brancher rapidement mon chargeur. OK, c'est chose faite. Le troisième est testé, on a dit. Une fièvre est un signal, pas un diagnostic. Non, le troisième plutôt, c'est traiter. Voilà. Lorsque le paludisme est confirmé, le traitement doit être commencé rapidement et pris jusqu'au bout. Le quatrième verbe est nourrir. Le corps a besoin d'eau, d'énergie, de protéines, de vitamines et de minéraux. Le cinquième est reconstruire. Après la maladie, il faut reconstituer progressivement les réserves et les forces. Le sixième est surveiller.
La récupération doit continuer jusqu'au retour réel à l'équilibre. Retenons cette phrase. Le traitement combat le parasite. Le soutien aide le corps à traverser, réparer et récupérer. Et cette manière d'éduquer, d'accompagner et de responsabiliser résume également la mission de l'école de santé et réussite. Mission de l'ESR. La mission de l'école de santé et réussite tient en trois verbes. Éduquer, accompagner, impacter. Éduquer, c'est rendre la santé plus claire, plus simple et plus compréhensible. Accompagner, c'est aider chacun à avancer avec méthode, responsabilité et constance. Impacter, c'est contribuer à un changement utile, durable et positif dans les vies, dans les familles et dans la communauté. Le SR existe donc pour éduquer, accompagner et impacter avec clarté, responsabilité et utilité. Si cette vision vous parle, la communauté CSR vous ouvre ses portes. Un espace pour apprendre, un espace pour progresser, un espace pour avancer avec d'autres personnes qui souhaitent mieux comprendre leur santé et mieux accompagner leur entourage. Je suis Jean-Louis Dossou, conseiller santé et réussite. Merci. On va dire merci à José Louis Djenis Kedjalo-Roy. Vous allez les écouter tout à l'heure après cet enregistrement. Oui, je vais ramener leur diapo et pouvoir faire, pouvoir vous enregistrer leur témoignage. Je ne pourrai pas découper la vidéo pour l'insérer, mais je peux toujours mettre ça juste à la fin. Merci donc à José Louis, Jen Litch et Jacques Leroy, mes enfants. Merci également à chacune et à chacun de vous pour votre attention. Prenez soin de votre corps avant qu'il ne soit affaibli. Soutenez-le lorsqu'il mène la bataille et donnez-lui les matériaux dont il a besoin pour reconstruire. Car, car le corps accomplit un travail extraordinaire. Mais le meilleur ouvrier, même le meilleur ouvrier ne construit pas à partir de rien. J'avais oublié que j'avais déjà fini. Merci donc. Vous suivrez juste après ceci la vidéo de témoignage de mes enfants. Ils peuvent venir, et d'ailleurs, il s'affiche déjà sur l'écran de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Si ce n'est pas enchaîné directement à la vidéo, voilà. Merci et à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter. Cela permet d'augmenter le référencement et partagez également le lien avec des amis. Faites découvrir ma chaîne Santé Réussite TV et rejoignez ma communauté pour que nous faisions un long chemin ensemble. Si vous êtes thérapeute, je suis disponible. Je suis très, très coachable, hein. Je suis disponible pour faire chemin avec vous, pour que nous fassions chemin ensemble. En tout cas, observez-moi et puis vous découvrirez que je peux apporter beaucoup à vous et à tout le reste de la communauté à travers notre collaboration. À très bientôt.